tu dis très souvent dans tes livres, dans tes conférences, que la science n'a pas vocation à répondre aux questions fondamentales. Dieu existe-t-il ou pas? Y a-t-il un sens de la vie et de la mort? Et ça me paraît très juste. Et je trouve que c'est très bien à la fois qu'en tant que scientifique, tu te positionnes sur les limites de la science. Or qu'il y a d'autres scientifiques qui vont vous dire Dieu n'existe pas parce que je l'ai pas vu au bout de mon télescope. Oui. Bon. Moi personnellement, mais je ne crois pas, mais c'est une croyance. Je ne peux pas donner de preuves. Je ne crois pas que ce soit le pur hasard. Je crois que le hasard tout seul ne peut pas faire Mozart ou Beethoven. Tu vois, c'est quand je suis au concert, quand je suis pris dans une musique magnifique, j'ai ce qu'on appelle une intime conviction, mais c'est pas, je peux pas prouver une intime conviction, c'est précisément ce qu'on sent, ce qu'on ne peut pas prouver, mais on en a. C'est peut-être aussi des préjugés, on ne sait pas. Mais mon intime conviction, c'est que il y a quelque chose. Ça n'est pas le fruit du pur hasard. Mais si on me demande quoi, je dis, je n'en sais rien. Mais alors en même temps, Hubert, quand tu dis ça, je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi, que c'est plutôt du sens que du hasard. Est-ce que, sans le nommer, on n'aboutit pas quand même nécessairement à l'idée d'un principe organisateur de l'univers?
days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
my God, when I'd always wondered, consider all the big worlds thy hands have made. I see the stars, and I hear the rolling thunder. I pass throughout the universe display. Sing it, fellas. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, oh my God, how great thou art. Yeah, sings my soul, my Savior, my God to thee. Oh, how great I think you are, oh Lord, how great thou art. Heaven sings my soul, my Savior, my God to thee. Oh, how great thou art, how great, how great, how great thou art. Le plus grand cadeau que Dieu nous donne est la vie, et personne ne sait quand elle s'arrête. Mais n'est-il pas écrit que Jésus est la résurrection et la vie? On écrit beaucoup de bêtises à mon sujet. On dit que je suis le king, le roi. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul roi, Jésus-Christ. Le point majeur sur lequel bute l'évolution est l'incroyable complexité de la cellule vivante. Tout être sur Terre est fait de cellules d'un centième de millimètre. Certains êtres ne sont composés que d'une seule cellule. Malgré leur petite taille, ces organismes unicellulaires sont remarquablement complexes dans leur structure. Ils disposent notamment de fonctions de survie ou de petits moteurs qui leur permettent de se mouvoir. Les contemporains de Darwin étaient loin de connaître la structure complexe de la cellule. Leur microscope peu performant montrait alors les cellules sous forme de taches sans traits. Les puissants microscopes à électrons inventés au milieu du XXe siècle commencent seulement à révéler la complexité et l'organisation de la cellule qui en aucun cas ne peuvent être le fruit du hasard. La cellule vivante est composée de milliers de parties minuscules qui travaillent ensemble harmonieusement. À titre de comparaison, on peut imaginer qu'au sein de la cellule coexistent les centrales électriques, les usines de haute technologie, la base de données, les immenses systèmes de stockage, les raffineries de pointe,
et la membrane cellulaire, apparemment consciente, contrôlant ce qui entre et sort de la cellule. La survie de la cellule dépend de l'existence simultanée de toutes ses organelles. Une telle synchronisation ne peut être le fait d'une coïncidence. À ce jour, même le laboratoire le plus sophistiqué n'a pu produire une seule cellule vivante à partir de matière inerte. Il est aujourd'hui reconnu que c'est impossible. C'est pourquoi les expériences allant dans ce sens ont-elles été abandonnées. En dépit de cela, la théorie de l'évolution prétend que ce système, qu'aucune intelligence humaine ou artificielle n'a réussi à reproduire, est le produit du hasard. Sir Frey Hoyle, éminent mathématicien et astronome anglais, explique à travers un exemple pourquoi cela est impossible. Il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade, balayant un entrepôt d'un chiffonnier ferrailleur, assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. La biochimie moderne a parallèlement permis de révéler la structure très complexe de la molécule d'ADN. Ces découvertes, attribuées à deux scientifiques, James Watson et Francis Crick, en 1955, démontrent que la vie était bien plus compliquée que ce qu'on pouvait imaginer. Francis Crick, également évolutionniste reconnu et couronné d'un prix Nobel pour ses recherches, confessa que la structure de l'ADN n'aurait jamais pu apparaître par hasard. L'ADN est une molécule géante existant dans le noyau de la cellule. Le moindre détail physique et physiologique d'un être vivant est codé dans cette double spirale. Toutes les informations nous concernant, de la couleur de nos yeux à la structure de nos organes internes, en passant par les formes et les fonctions de nos cellules, sont programmées dans les sections appelées gènes, dans l'ADN. Le code ADN est constitué d'une séquence de 4 bases différentes. Si on assimile chacune de ces bases à une lettre, on peut comparer l'ADN à une base de données composée d'un alphabet de 4 lettres, où toute l'information de l'être vivant est stockée. Si nous tentions d'écrire l'information stockée dans l'ADN, il faudrait plusieurs millions de pages, soit 40 fois la taille de l'Encyclopédie Britannica, déjà conséquente en taille. Or, cette masse d'informations est stockée dans un minuscule noyau d'1 millième de millimètre. Des calculs montrent qu'une chaîne d'ADN de la taille d'une cuillère à thé aurait la capacité de compiler le contenu de tous les livres jamais écrits. Il est évident que cette étonnante organisation ne peut être le résultat du hasard. La théorie de l'évolution, qui défend l'idée que la vie est le résultat d'une succession de coïncidences et d'événements fortuits, est incapable d'expliquer l'incroyable complexité de l'ADN. L'ADN, la cellule et les êtres vivants sont clairement les produits d'une main parfaite. Ces créatures ont nécessairement un créateur au pouvoir, à la connaissance et à la sagesse éternelle.
Les millions d'êtres et d'espèces vivantes sont toutes ces œuvres d'art. Et comme toute œuvre d'art, elles doivent leur création à un artiste, en l'occurrence, le Seigneur de la terre, des cieux et de tout ce qu'ils contiennent. En nous intéressant à l'univers dans lequel nous vivons, nous découvrons qu'il existe 250 milliards de galaxies, qui chacune d'entre elles compte environ 300 milliards d'étoiles. Chaque élément de ces magnifiques systèmes obéit à des lois et à un ordre particulier. La Terre n'occupe qu'une minuscule partie de ce vaste univers. Elle est elle-même régie par un système incomparable qui possède des équilibres parfaits et extrêmement délicats. Contrairement aux autres planètes, son atmosphère et sa surface sont viables. L'eau qui couvre la majeure partie de sa surface est l'un des éléments essentiels à la vie. Les températures, les propriétés orbitales et la nature du sol, tout démontre que la Terre a été conçue pour recevoir la vie. Notre planète abrite une vie incroyablement complexe et complète. Des millions d'espèces animales et végétales coexistent en parfaite harmonie, au point de survivre de manière totalement autonome.
Mais d'où viennent ces systèmes et ces êtres dotés de vie? En examinant la vie sur Terre, on peut clairement voir que chaque être vivant est pourvu de systèmes complexes, lui permettant de jouer un rôle dans le système global, et qu'il les utilise de la façon la plus performante. Pour que la vie puisse être ainsi planifiée, conçue et organisée, elle a nécessairement un créateur. Et ce créateur n'a cessé de se présenter à l'humanité depuis la nuit des temps. Le seul et unique Dieu, qui a créé les cieux et la terre à partir du néant, et qui a façonné tout ce qu'ils contiennent. La théorie de l'évolution, qui est née au XIXe siècle, nie le fait évident de la création. Elle affirme que l'existence des espèces n'est pas le résultat de la création de Dieu, mais plutôt celui de procédés entièrement gouvernés par le hasard. Le fondateur de cette théorie, Charles Darwin, était un naturaliste amateur. Il exposa sa théorie dans son ouvrage « L'origine des espèces », publié en 1859. Le succès du livre fut instantané, bien que sa popularité tienne davantage à ses implications qu'à son contenu scientifique. En effet, les idées de Darwin apportaient un soutien considérable à la philosophie matérialiste qui nie l'existence de Dieu. Karl Marx, le fondateur du matérialisme dialectal, dédia son livre Le Capital à Darwin, à Charles Darwin, de la part d'un admirateur dévoué. La théorie de Darwin prétendait que toutes les espèces descendaient d'un même ancêtre, qui avait évolué à force de petits changements accumulés sur une longue période. Darwin n'apporta pas de preuves solides à ce qu'il avançait. Il reconnaissait d'ailleurs lui-même les faits qui invalidaient sa théorie dans le chapitre intitulé « Les difficultés de la théorie ». En fait, Darwin comptait sur les nouvelles découvertes pour balayer ses faiblesses. Or, il s'avéra que les avancées scientifiques allèrent au contraire dans le sens de la réfutation de ces allégations. Darwin suggéra que toutes les espèces avaient évolué successivement à partir d'un même ancêtre. Mais alors, comment le premier être vivant est-il apparu? Darwin n'évoqua pas du tout la question dans son ouvrage. En réalité, il n'était même pas conscient que reposait là une des faiblesses de sa théorie. En raison des connaissances scientifiques primaires de l'époque, on supposait que la vie reposait sur une structure très simple. En effet, d'après la théorie de la génération spontanée, très populaire au Moyen-Âge, la vie pouvait naître à partir de matière inerte. On pensait alors que les grenouilles naissaient de la boue et les insectes de la moisissure des aliments. De curieuses expériences furent menées afin de prouver ces théories. Des scientifiques déposaient par exemple une poignée de blé sur un chiffon et s'attendaient à voir des souris sortir des grains. On se servit de l'exemple des vers sur la viande afin de prouver que la vie pouvait naître d'une matière inerte. Bien plus tard, on comprit que ces vers provenaient des larves microscopiques laissées sur la viande par les mouches. À l'époque de Darwin, on était persuadé que les microbes pouvaient facilement émaner de matière inerte. 5 ans après la publication de L'origine des espèces, le célèbre biologiste français Louis Pasteur réfuta scientifiquement les mythes de l'évolution. Après de nombreuses études et recherches, Pasteur aboutit à la conclusion suivante. La matière peut-elle s'organiser seule? Non.
Aujourd'hui, on ne connaît pas de circonstances à partir desquelles on puisse affirmer que des êtres microscopiques sont apparus en leur état sans parents. Le biologiste russe Alexandre Oparin fut le premier évolutionniste à aborder au XXe siècle la question de la première cellule vivante. Son approche visait à expliquer comment la première cellule vivante, le soi-disant ancêtre commun à tous les êtres vivants de la théorie de l'évolution, avait pu apparaître. Dans les années 30, Oparin formula un certain nombre de théories qui intégraient la notion de hasard dans son explication de la naissance de la première cellule vivante. Mais ses efforts aboutirent à un échec et il confessa « Malheureusement, l'origine de la cellule reste l'aspect le plus trouble de toute la théorie de l'évolution. » Les évolutionnistes qui succédèrent à Oparin effectuèrent des expériences afin de conférer une dimension scientifique à l'origine de la vie. La plus célèbre expérimentation fut celle réalisée par le chimiste américain Stanley Miller en 1953. Il obtint quelques molécules organiques simples suite à une réaction gazeuse en employant les gaz qui étaient supposés exister au commencement de l'atmosphère terrestre. À l'époque, cette expérience avait valeur de preuve pour les évolutionnistes. Des expériences ultérieures démontrèrent que les gaz utilisés lors de l'expérience étaient très différents de ceux qui existaient durant les premières ères. Miller convainc finalement de l'invalidité de son expérience. Toutes les tentatives qu'ont fait les évolutionnistes au XXe siècle pour prouver l'origine de la vie se sont soldées par des échecs. Jeffrey Bada, professeur de géochimie et partisan de la théorie de l'évolution, admet dans le numéro de février 1998 de Earth, l'un des principaux périodiques de la presse évolutionniste. Aujourd'hui, à la limite du XXIe siècle, nous n'avons toujours pas résolu le problème soulevé au début du XXe siècle. Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre ? My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. I say more than they